Retour sur le plateau de World Actu, nous poursuivons notre aventure de ce soir justement en revenant sur cette annonce mardi 14. L'armée malienne déclarait avoir repris aux mains des terroristes ou alors des rebelles Touareg, vous prendrez l'expression qui vous plaît, des rebelles Touareg, justement la région très riche de Kidal qui justement était entre leurs mains depuis 2013. Le président Assimi Goïta via un tweet s'est donc félicité de cet exploit de son armée et a rappelé le devoir et surtout l'ambition sécuritaire qui était la sienne avec le départ de certaines troupes alliées hier. Je commence par vous, Bertrand Mbara. On a hier encore, quand je dis hier, la semaine passée, épilogué sur ces combats du côté de Kidal. Aujourd'hui, il est un constat qui est clair, c'est que l'armée malienne parle désormais en seule et unique voix de ce côté-là. Effectivement, c'est une grande victoire pour l'armée malienne parce que sur ce plateau-ci, il me souvient que j'ai défendu cette cause-là et naturellement, on m'a remonté les oreilles, on m'a tiré les oreilles. Mais pour revenir à cette question-là, réellement, c'était... En fait, c'est une grande victoire dans la mesure où, selon le narratif français de l'époque, il était impossible pour l'armée malienne d'affronter ces groupes rebelles qui tenaient Kidal jusqu'ici parce que, selon eux, ces rebelles étaient mieux équipés que l'armée malienne. Et naturellement, sans donc l'intervention des puissances telles que la France, des missions onusiennes et européennes, naturellement, il serait impossible pour le Mali de pouvoir récupérer la zone. Or, il a fallu moins de, je vais dire, pour ne pas être excessif, moins de 5 jours, parce que je crois que les offensives vont commencer exactement le 7 novembre, mais au 14, naturellement, par un tweet de Assimi Goïta, on va prendre que la zone de Kidal a été reprise aux mains des rebelles. Pour moi, naturellement, c'est une très grande victoire pour dire que nos armées africaines sont capables de bien meilleur. Il suffit juste de leur faire confiance. Merci Bertrand. Alors, Vincenzo, on va se féliciter d'abord de cette annonce qui permet à ce que les populations martyrisées de la ville de Kidal puissent véritablement respirer alors. Mais alors, un aspect, et je souhaite que vous nous aidiez à voir plus clair au sujet de cette victoire. Beaucoup de dépêches nous sont parvenues dans diverses rédactions aussi, que ce succès célébré aujourd'hui en grande pompe ne serait pas uniquement de l'apanage des exploits de l'armée malienne. Il serait, ou alors ils auraient été accompagnés par les mercenaires russes du groupe Wagner. Vrai ou faux, vérité ou intox? Ce qui est sûr, l'armée malienne aurait bénéficié quand même de l'apport des supplétifs de Wagner. Parce que sinon, comment comprendre... Vous validez? Je valide. Je valide tout simplement parce que, vous savez, je parle ici sous le contrôle du docteur-colonel Badjek. Cette région est occupée depuis quand même les indépendances par... Je vais dire, cette région a toujours été le bastion même des rebelles Touareg. Oui. Donc, si l'État malien avait véritablement les moyens, il y a longtemps que les militaires auraient dicté leur loi de ce côté. Mais on se rend compte que, bon, il a fallu le coup de pouce des supplétifs de Wagner. Pourquoi ce coup de pouce n'est pas assumé? Pourquoi nulle part dans son tweet, le président Goïta ne précise, on ne révèle que l'armée malienne aurait été accompagnée dans cette épopée héroïque par les mercenaires de Wagner? C'est pas interdit. Vous savez, le colonel Goïta arrive quand même au pouvoir par un coup d'État. Il faudrait quand même qu'il engrange quelques subsides politiques en s'octroyant une victoire ou alors surtout que les élections arrivent. Une victoire que il voudrait évidemment s'approprier. Mais c'est vrai, c'est à mettre à son actif. Oui. Cette reconquête de la territorialité du Mali. En même temps, il ne faudrait pas que cette victoire occulte le processus de transition dans lequel... qui jusqu'ici n'est pas certifié et les élections ont encore été renvoyées. Oui, parce que précisément, cette victoire peut servir
d'écran de fumée pour le régime actuel de se perpétuer au pouvoir. Voilà pourquoi on dit la victoire est bonne, mais le processus de transition doit continuer. Merci Vincenzo. Docteur Mbok, je me tourne vers vous. C'est vrai que je vous ai senti frémir lorsque j'avais évoqué le fait que la participation russe n'avait pas été évoquée dans le tweet du colonel Goïta. Mais les rebelles Touaregs qui aujourd'hui sont chassés estiment avoir été dupés par l'État malien. Il y a eu un accord de cessez-le-feu en 2015 qui n'a jamais été respecté selon eux. C'est là pourquoi ces rebelles-là estimaient donc tant qu'il n'y aurait pas une discussion claire et sincère, ils continueraient à occuper Kidal. Kidal aujourd'hui qui justement est une ville frontière mais surtout une ville poudrière. Mais écoutez, pour moi on est d'abord, pour le moment, on est encore en communication de guerre. Parce que dire qu'on a pris un territoire, c'est une chose. Le contrôler, effectivement, c'est une autre chose. Oui. Deuxièmement, des gens qui ont fait 10 ans quand même sur un site, rien en maître absolu, vous ne pouvez pas les mettre dehors comme ça. Il y a des deals. Il y a forcément une entente, une négociation. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et souvenez-vous quand même que l'opération a été éclair parce que aujourd'hui, la communication des Touaregs, c'est qu'on s'est retiré parce qu'on ne veut pas mettre des populations en danger. Oui. Donc, ils sont en train de dire, in fine, qu'on n'a pas fait la guerre. On peut revenir. Non, on n'a même pas combattu véritablement. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Un repli stratégique. Et que, voilà, on a fait un repli stratégique et maintenant, on a deux fronts qui tiennent le même langage. L'armée régulière dit, on veut protéger les populations, on va vous protéger. Les rebelles disent, non, nous on s'est retiré parce que justement, on ne voulait pas vous mettre en danger. Nous sommes là en pleine communication de guerre, mais ça veut simplement dire que cette zone est un peu comme on dit souvent au Cameroun. Si on te raconte au Cameroun, tu comprends ce qu'on ne t'a pas bien raconté. Si on vous raconte l'affaire de Kidal là, et vous comprenez entièrement ce qu'on ne vous a pas bien raconté, c'est une zone de deal. À mon sens, c'est une zone qui est gérée un peu comme la Libye à l'époque de Kadhafi, où c'était par deal que des régions, des zones étaient menées, et il y avait une forme d'entente qui se faisait entre Kadhafi central et les différents responsables de ces différentes régions-là. Cette zone du Mali tombe dans la même escarcelle. Il faut donc, à mon sens, dire aujourd'hui que le colonel Goïta a mené une diplomatie dans cette zone-là, une sorte de négociation. Il a profité à son avantage du départ de la France. La Russie a pu faire quelque chose. Un départ français, il faut le préciser. Non, aussi. je ne veux pas qualifier ce départ. Je ne veux pas qualifier ce départ. Je sais que de manière pointue, le colonel va nous mettre sur les éléments factuels. Mais moi, je dis simplement que là, nous sommes en communication de guerre. Et parce que nous sommes en communication de guerre, cette affaire est complexe. Cette affaire est assez particulière. Attendons de voir 6 mois, 1 an, 2 ans, pour quand même se dire que les deals se sont bien passés et que l'armée a repris droit de cité, sinon ça va se gâter encore. Alors, docteur-colonel Badjek, on parle là de la MINUSMA, on parle de l'opération Barkhane, on parle même des forces de maintien de la paix de l'ONU. Toutes ces entités ont échoué, là où l'armée malienne parvient à trouver la victoire. C'est assez surprenant pour être interrogé. Mais pourquoi est-ce que ça vous surprend? Parce que si vous avez analysé les forces en présence avec un regard beaucoup plus polémologique, vous auriez compris tout. Qu'est-ce que les forces internationales ont apporté comme projet? Ils ont apporté le projet de la division, les accords d'Alger. Ce sont des accords qui donnent la possibilité au Mali d'être divisé en deux. Où est-ce qu'on a déjà vu que l'on vient régler un problème en divisant? C'est ça les accords d'Alger, n'est-ce pas? Où il fallait, on disait que le pouvoir était extrêmement centralisé et il fallait diviser. Kidal était occupé militairement par qui? Par la MINUSMA. Et dès que la MINUSMA est partie, qu'est-ce que les rebelles du cadre stratégique pour la paix, la CSTP, ont fait? Ils ont voulu occuper, n'est-ce pas, le camp qui occupait comment on appelle la MINUSMA. Mais ce que vous devriez donc comprendre, c'est que les rebelles, en réalité, vivaient en parfaite communion avec les forces qui étaient là. C'est tout simple. Et que maintenant, une fois, et je pense qu'aujourd'hui, il faut distinguer Assimi Goïta, le militaire,
et Assimi Goïta, l'homme qui veut libérer, comme tous les Maliens, vous n'allez pas aujourd'hui... Moi, c'est ce qui me paraît être un peu particulier quand on fait un débat, c'est que on voudrait se mettre à la place des Maliens plus que les Maliens eux-mêmes. C'est-à-dire mais pour les Maliens, ils veulent que leur pays soit libéré et que leur pays vive en paix. C'est ça qui est le problème. Alors, si maintenant les Maliens, ils ont décidé de mettre leur Assimi Goïta au pouvoir et le maintenir, vous n'allez rien y faire. Mais contre les lois démocratiques, vous disiez tout à l'heure que c'était des gens infréquentables. Non, sur le continent. Non, mais Stéphane, est-ce qu'on peut aller méthodiquement dans ce que le docteur Badjek va dire sur le plan systémique et de ce que les Maliens pensent pour leur propre pays? Mais c'est ça que vous devez comprendre quand vous débattez. Ce que les Maliens veulent, c'est que leur pays soit libéré. Mais ce que vous regardez avec votre regard internationaliste, vous allez dire que les militaires n'ont pas à prendre le pouvoir. Ça, c'est le regard internationaliste. Mais ce n'est peut-être pas, n'est-ce pas, le désidérata de la population. On continue. Il y a une colonne d'infanterie qui a appuyé par les Russes. En fait, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu 2 hélicoptères, je pense. Des drones. Et des drones et aussi des radars. N'est-ce pas? Donc, des drones qui pouvaient réduire un peu l'élongation opérationnelle. Mais, avec le renseignement, les rebelles savaient que, n'est-ce pas, il y avait une progression de marche de cette, je ne sais pas de quelle taille c'était certainement un régiment qui progressait vers Kidal. Il n'y a pas eu de combat pratiquement. Il n'y a pas eu de combat. Alors maintenant, quand vous m'agitez l'histoire des supplétifs russes à côté ou autre chose, il y avait des forces internationales, je ne veux pas les citer ici, et qui avaient des vecteurs quand même conséquents, des mirages et tout le reste, qui intervenaient souvent, mais qui frappaient beaucoup plus peut-être sur les djihadistes qu'autre chose. Le problème, c'est qu'il y a un conglomérat qui revêt la forme ennemi et ami en même temps. Et je vais même vous dire qu'au sein de la CSPP, aujourd'hui, la CSPP est déjà infectée par les djihadistes. Donc, le problème militaire qu'il y a là, il y a une conquête, ça a été une pénétration très rapide. Il y a une territorialisation de la zone, et vous savez très bien que les 4 marqueurs qui sont l'État, en réalité, c'est quoi? C'est le territoire, la population, la gouvernance et la reconnaissance internationale. Donc maintenant, on va commencer. Le territoire peut-être conquis moyennement, juste aux frontières de Kidal, parce qu'ailleurs, si j'hésite à le croire, la population, ça constitue un des enjeux. Il faudrait qu'elle revienne. Nous sommes pratiquement à 95% de déplacés. C'est ça. La gouvernance, il faudrait encore qu'il y ait une continuité de l'administration jusque-là. Ce sont des défis, hein. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas surmontables, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de pouvoir contacter les rebelles et rentrer dans une véritable phase de négociation. Parce que la solution ne sera jamais militaire à Kidal ou ailleurs au Mali. D'accord? C'est peut-être bien parce que nous avons pris parce qu'ils ont pris le territoire, et comme ils ont le territoire, ils ont des arguments pour négocier différemment. Mais faisons attention, le docteur l'a dit tout à l'heure. J'ai lu leur déclaration, ils disent que, attends, vous avez pris Kidal, n'est-ce pas? Mais on ne va pas tarder à nous révéler bientôt. C'est ce qui a été dit. C'est un repli stratégique. On ne peut pas dire. Ou alors c'est un deal qui a été... Non, Moïse a été très prudent. Il a été très prudent, et moi je suis aussi très prudent. Il faudrait apprécier à sa juste valeur ce qui a été fait. Moi, ça participe de ce que les forces africaines, nos militaires peuvent être capables. Et c'est ce que moi j'appelle l'endogénéisation capacitaire de nos moyens. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est exactement ce qui s'est passé avec Boko Haram. Est-ce que dans le combat que le Cameroun a mené avec Boko Haram, on a eu l'aide d'une puissance quelconque? Certains sont arrivés, et on a vu que en réalité, ils nous perdaient même plus de temps qu'ils nous aidaient. Ils sont repartis, nous sommes restés nez à nez, n'est-ce pas, avec l'ennemi Boko Haram. Et le Cameroun est resté au front. Ce qu'il faut pour une armée aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre, c'est que le type de combat dont on a besoin dans ces territoires-là, c'est un combat rustique. La technoguerre peut agir juste pour réduire les élongations opérationnelles, mais c'est un combat rustique, c'est-à-dire que l'homme doit durer sur le terrain. Stéphane, tu veux bien? L'homme doit durer, être capable de durer. Parce que quand vous avez un rebelle
ou alors quand vous avez un djihadiste devant vous, le djihadiste est capable de rester 72 heures sur le terrain sans alimentation et combattre. Parce qu'il a eu un engagement. Alors, ce que les Maliens ont eu, les forces de défense, qui jouent leur rôle régalien, qui est la défense de l'intégrité territoriale du Mali, on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait ce que. Au contraire, on encourage cette initiative qui rentre dans la mission régalienne de l'armée. Et cette mission régalienne n'a jamais été celle d'aller comploter pour avoir le pouvoir. Vous avez compris ce que je suis en train de dire. Je vois qu'en ce moment, les acquis sont là, mais ces acquis suscitent beaucoup de défis. Le défi territorial, le défi de la négociation maintenant, si vous voulez, la négociation politique, le défi de la continuité de l'administration, et que, n'est-ce pas, nous sommes des Africains, que ces Maliens puissent s'asseoir là. C'est le moment maintenant. Voilà. Et le seul ennemi qui est commun dans cette zone-là, je dois vous dire, et qui se réfugie quelque part où ces trois amis n'arrivent même pas à les déloger, c'est-à-dire au niveau de la région des trois frontières, ce sont les djihadistes. C'est eux qui sont les véritables ennemis. Mais aujourd'hui, le rebelle Touareg, il génère, n'est-ce pas, il charrie un problème qui existe depuis, parce qu'ils se sentent ostracisés, se sentent stigmatisés. Donc, c'est ça qu'il faut régler. Et le problème était entier. Mais vous savez pourquoi les accords d'Alger ont abouti, n'est-ce pas, sur cette décision je ne vais pas la juger. Mais parce qu'il n'y avait pas un poids en face qui pouvait discuter des intérêts du Mali qui restait derrière. Merci, docteur. Alors, Beta Mobara, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, que nous, Africains, on peut quand même le reconnaître, célébrons cet exploit de l'armée malienne, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que les politiques qui sont succédés à la tête de l'État malien ne sont pas parvenus? Parce que ici, ce qui est clairement énoncé et même avancé, c'est qu'il y a eu, au-delà de l'aspect militaire, il y a quand même eu aussi des négociations diplomatiques, il y a eu des rencontres stratégiques. Pourquoi les politiques ne sont pas parvenus à aborder le problème en tenant compte de ces aspects-là? Parce que la MINUSMA était là, l'opération Barkhane, personne n'est parvenu à justement renverser cette coordination des mouvements de la Zawad qui justement avait ses quartiers à Kidal et a fait de cet État même un État, une région à part sur le territoire malien. Oui, Stéphane, moi je vais commencer par vous poser une question. Avez-vous déjà vu un pays en crise et bénéficiant des missions onusiennes sorties de crise? C'est juste pour faire comprendre que nous avons par exemple des pays comme le Congo qui depuis des décennies est assisté, accompagné par des missions onusiennes et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la situation sécuritaire n'a même pas du tout évolué. Le président Tshisekedi leur a demandé de partir. Notamment, c'est pour ça que moi, je suis davantage fier de ce qui est en train de se passer là, parce que les trois pays aujourd'hui qui sont certes décriés peut-être par le fait que leurs dirigeants aient accédé au pouvoir par un mode peu orthodoxe, notamment par le coup d'État, ils ont décidé de créer une alliance. Et ensemble, aujourd'hui, ils ont décidé de combattre. Donc, on va appeler ça de manière triviale le G3 Sahel, en antagonisme avec le G5 Sahel. Ils ont décidé parce que, on va vous dire, Kidal la zone de Kidal a été prise de cette part, la même malienne, et accompagnée par les Russes. Mais il faut aussi saluer également l'intervention des autres pays, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Parce que ces pays, de manière globale, agissent maintenant de commun accord. Donc, de manière globale, moi, j'apprécie cette manière de fonctionner qui veut que les Africains s'asseyent ensemble et mènent des opérations quitte à instaurer la paix dans leur territoire. Donc pour moi, en réalité, moi je trouve que les pays africains doivent s'inspirer de ce qui est en train de se passer actuellement au Mali. Merci Bertrand. Alors Vincenzo, M. Mbara pense qu'il faut s'inspirer du modèle malien. C'est vrai que pour qu'un modèle puisse susciter l'adhésion, il faut qu'on en ait les contours. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On dit la coordination, les rebelles Touareg, ils sont levés, on les a vus reculer, on a annoncé une armée malienne qui avançait, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce que vous pensez que ce modèle peut être usité sous nos latitudes? Il y a des pays qui ont quelques soucis avec ces extrémistes, séparatistes, terroristes, appelez-les tels que vous voulez. Même chez nous au Cameroun, nous avons parfois eu affaire à ce type de phénomène.
comment est-ce que vous pensez que l'exemple malien pourrait être copié, si tant qu'il soit copié? Vous parlez de quel modèle, mon cher Stéphane? Justement, je pose la question. Le modèle que M. Bara fait dessus. Celui que nous avons au Mali où les militaires sont au pouvoir. Le docteur colonel Badjek parlait de gouvernance tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas le moment de demander précisément à ces militaires de passer le pouvoir aux civils et de jouer franchement? C'est le colonel qui a l'habitude de le dire. Plus le colonel est en train de nous faire savoir que ce problème finira politiquement. Et il me semble que ce sont les politiques, les civils, qui portent mieux la politique à ce niveau. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander, africain que je suis, panafricaniste que je suis même, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de demander précisément à ces militaires de remettre le pouvoir aux civils et de jouer franchement leur rôle en étant dans les casernes? Alors, est-ce qu'on peut intéresser les résultats? Les militaires arrivent, ils ont à peine 3 ans, ils ont des résultats que les civils, pendant 25 ans, ne parviennent pas à avoir. Très bien, ils ont donc compris le problème. Est-ce que c'est en restant au pouvoir, ou alors en quittant le pouvoir, en allant dans les casernes, combattre ces rebelles qui ne pourront pas y arriver? Monsieur Vincenzo, je crois que dans un pays, je crois que l'armée est inféodée au pouvoir politique. À ce qu'il sache. Donc, notamment, l'armée ne peut pas se décider seul de mener des opérations pareilles. Il faut que ce soit le politique qui lui donne des instructions de pouvoir mener de pareilles opérations. D'abord, il n'y a eu que des présidents militaires. Il n'y a eu que des présidents militaires qui étaient là avant. C'est pour ça qu'il y a eu une impéritie dans la conduite des opérations. En plus, moi, je me base sur les propos du colonel, du docteur colonel, qui a parlé de la gouvernance et qui a dit ce problème trouvera une solution politique. Je voudrais vous dire quelque chose. Je veux vous dire quelque chose. C'est lui, Stéphane. Ce que je voudrais vous dire, il faut savoir que la politique de défense d'un pays, et ça c'est une matière que j'enseigne, il faudrait savoir qu'elle est décidée par le politique. Le politique, c'est une idée, c'est une pensée politico-stratégique qui se transforme en élément stratégique. À ce niveau, on peut quand même interroger le bilan. Avant la Goïta. Mais c'était des militaires. Oui, mais c'était des militaires qui étaient au pouvoir. Lesquels? Le véritable souci, c'est que sans toutefois légitimer le coup d'État qui s'est passé dans ces pays, les coups d'État qui sont passés dans ces pays-là, je crois que l'une des revendications, ou bien l'une des revendications que portaient vraiment ces militaires-là en accédant au pouvoir, c'était notamment de remettre en question ces défis sécuritaires-là, qui, ma foi, ne servaient pas les causes des peuples maliens et burkinabés et nigériens. Naturellement, donc il y a de quoi naturellement remettre cela en question. Et lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils ont réussi en peu de temps ce que les autres n'ont pas pu. Monsieur Mbara, Vincenzo s'interrogeait sur le modèle malien que vous nous blandissiez. Comment est-ce qu'il s'articule? Qu'est-ce que le Mali a fait de particulier? Ou alors qu'est-ce que le colonel Goïta a fait de particulier, de nature à pouvoir être aujourd'hui copié ou même enseigné par ceux qui nous regardent, qui sont en situation de pouvoir et qui peut-être ont les mêmes problèmes que le Mali avec ces aspects territoriaux? En choisissant les véritables partenaires qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. C'est ce que le Mali a fait. En choisissant peut-être Wagner leur a permis d'atteindre leurs objectifs. Parce que les autres ont échoué. Ils ont fait plus de 10 ans sur le terrain. Oui. Et ils étaient plus nombreux. Je crois que vous avez d'une part la France, vous aviez l'Union européenne, vous aviez les missions onusiennes et même sous-régionales. Ça questionne, oui. Tous ont échoué. Mais ils ont choisi un partenaire stratégique qui leur a permis d'atteindre leur objectif. Donc pour moi, le véritable enjeu, c'est de choisir des bons partenaires qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Oui, docteur Jean-Louis Ngom. À côté de ça, pour reprendre justement ce que le colonel a donné comme historique, il faut saluer la prospective. Parce que la prospective n'est pas que présente et future. C'est aussi une bonne connaissance du passé. Nos pays africains doivent travailler sur leur passé, sur les goulots d'étranglement qu'on a eu et qu'on a connus. Et maintenant, ensemble, à côté des partenaires, réfléchir avec les intelligences que nous avons. Docteur, le retour que nous avons par rapport à ce cas malien est un retour assez ambigu. Autant les analystes et les Africains en général
se félicitent du résultat, autant on questionne sur le profil de ceux qui obtiennent ces résultats. Ils ne sont pas arrivés aux affaires de façon démocratique, ils ont des résultats là où ceux qui sont arrivés aux affaires en ayant l'assentiment des populations ont échoué. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que Vincenzo interrogeait les modèles, ou alors le modèle malien. Stéphane, sur quoi il s'articule? le modèle malien s'articule sur la connaissance de son histoire, la bonne opportunité des ennemis qui étaient là, comme le colonel disait, qui sont venus pour diviser. Oui. Leur départ a favorisé ce qui se passe aujourd'hui. Et le troisième volet, c'est un volet de diplomatie et de négociation. C'est pour ça que j'ai pris le cas de la Libye. La Libye est en lambeaux aujourd'hui, simplement parce que les deux généraux qui se battent là pour prendre le pouvoir n'essayent pas de revenir dans la gestion de Kadhafi, son modèle de gouvernance communautaire, qui était un modèle communautaire en fait. Ils ne comprennent pas qu'il y a des pays qui fonctionnent dans cette réalité. Les pays du Sahel en majorité ont un fonctionnement communautaire. Si vous ne le comprenez pas, vous aurez des problèmes. Et le deuxième volet, c'est qu'il faut savoir à un moment donné écouter les griefs des uns et des autres, écouter les problèmes des uns et des autres et savoir les traiter de manière responsable. Ce que le Mali nous donne comme enseignement aujourd'hui, c'est que les ennemis qui étaient là pour travailler, mais durement, avec acharnement, à la division, sont déjà partis. Et parce qu'ils sont partis, il y a une autre approche qui est mise sur pied, celle de la diplomatie et la négociation. Parce que la diplomatie, ce n'est pas simplement parler bien, c'est aussi les annonces pour dire qu'on arrive. Attention, le feu puissant est en train d'arriver. C'est une forme de langage et de dialogue. Les autres qui se retirent, c'est pour dire qu'on passe s'asseoir, on peut négocier encore. Venez nous trouver où nous sommes et on négocie. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui et c'est le conseil qu'on peut donner à tous les autres. C'est pour ça que le président congolais a compris que, attention, si les gens là sont partis, c'est en train de s'arranger. Mais il ne faut pas qu'ils restent chez moi. Je les fais partir aussi. Vous voyez que c'est en train de faire tache d'huile. Donc les chefs d'État sont en train de comprendre que nous avons le verre dans le fruit. Et il faut d'abord sortir le verre du fruit. Une fois qu'on l'a sorti, maintenant on peut commencer à réfléchir aux solutions. Et je rejoins une fois de plus ce colonel qui disait que le moment du dialogue, c'est maintenant. Le moment de l'échange, c'est maintenant. Les Africains n'ont aucun intérêt à s'entretuer. On n'a aucun intérêt à s'autodétruire. On a tout intérêt à nous mettre ensemble, de reconnaître quand même que même si je suis au pouvoir, l'autre a quand même droit à manger aussi. Et là, on peut parler chez eux de décentralisation ou d'autres choses, mais il faudra qu'on commence à fonctionner comme l'État le plus riche d'Afrique aujourd'hui, le Nigeria. C'est l'État fédéral, où chaque zone quand même a une certaine autonomie qui lui permet de créer un épanouissement en interne. Et il n'y a pas de conflits bizarres chez eux, parce que justement, les gens se soulèvent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à manger. Ils se soulèvent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas droit aux soins basiques de santé. Ils se soulèvent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas droit aux facilités que les autres ont pourtant naturellement. Il faut donc que tous les pays d'Afrique, et ça commence par le Mali, négocient bien ce virage. C'est pour ça que j'ai dit, le tout n'est pas de dire qu'on n'a plus de territoire, mais il faudra savoir continuer de manière intelligente, de manière responsable, et savoir partager. Le jour où nos gouvernants vont intégrer qu'il faut partager, c'est là que beaucoup de pays, la justice sociale, c'est là que beaucoup de pays pourront connaître une réelle stabilité. Aujourd'hui, c'est le Mali. On souhaite que ce soit la même chose au Congo et dans tous les autres pays, que chaque pays puisse bénéficier des choses qui sont les siennes. Merci, docteur. On va sortir des péripéties maliennes pour aller vers un pays aussi qui a été cité